On va évoquer ce qui se passe à Belgorod depuis 24 heures, avec notamment cette réaction de l'armée russe qui annonce à l'instant avoir repoussé et éliminé les combattants infiltrés en Russie. L'armée russe qui dit aussi autre chose, elle aurait utilisé son artillerie, son aviation pour combattre le groupe armé infiltré sur son territoire. Voilà comment elle communique. En tout cas, ça fait suite à la réaction et la profonde préoccupation de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin qui s'exprimait ce matin. Écoutez. Ce qui s'est passé hier suscite sans aucun doute des inquiétudes vives. Et cela confirme une fois de plus que les combattants ukrainiens continuent leur activité contre notre pays. Ceci nécessite plus d'efforts de notre part et l'opération militaire continue pour éviter d'autres pénétrations de ce type à l'avenir. Voilà, forte inquiétude du Kremlin donc pour des incidents qui nous étaient présentés ce matin comme continuants et puis à l'instant donc des combattants repoussés et éliminés. On a besoin de faire le point avec vous, Nivine Potros. Alors effectivement, les toutes dernières informations qui nous parviennent sont donc celles-ci. L'armée russe affirme avoir repoussé et éliminé les combattants infiltrés depuis l'Ukraine. Ils ont pour ce faire, l'armée russe a pour ce faire utilisé son artillerie et son aviation. Il y a quelques heures, le gouverneur de la région de Belgorod s'était également exprimé sur son compte Telegram. Il avait expliqué qu'une opération de ratissage était actuellement en cours dans l'ensemble du district de Belgorod pour traquer, dit-il, les saboteurs à l'origine donc de ces attaques de ces 24 dernières heures. Ce matin, toujours selon le gouverneur de Belgorod, plusieurs frappes ont eu lieu dans une dizaine de localités de son district. Il les nomme, les voilà, on vous les a placés sur une carte. Vous le voyez, ce sont vraiment des villes qui sont situées à la tout proche de la frontière ukrainienne. On est à seulement 2 km, voire 1 kilomètre pour certaines de ces villes. Selon les Russes, toutes ces localités, elles ont été sous le feu de nombreux tirs de mortiers, d'artillerie. Le gouverneur qui précise également que des engins explosifs ont été largués depuis des drones sur des maisons privées et sur des véhicules. Il annonce également que l'électricité a été coupée dans 14 localités compte tenu des frappes qui ont lieu ces toutes dernières heures. Ce matin, des attaques de drones ont également été abattus au-dessus de la ville de Belgorod, mais également dans l'ensemble de la région, sans faire de victimes, nous précise encore une fois le gouverneur de la région sur sa chaîne Telegram. Mais la situation, on l'a dit, elle reste tendue. Des évacuations sont toujours en cours. Les habitants de 9 localités qui sont là aussi citées directement par Kladkov, ils ont été évacués puis relogés. Alors voilà la situation actuellement du côté de l'armée russe. Là aussi, on communique avec des toutes dernières informations. Selon le ministère russe de la Défense, dans la région de Belgorod, plus de 70 terroristes, pour reprendre leur terminologie, ont été éliminés. 4 véhicules de combat d'infanterie et 5 camionnettes ont été détruits du côté des 2 groupes de saboteurs à l'origine de ces attaques. On peut voir sur la chaîne Telegram du corps des volontaires russes cette très courte vidéo qui a été publiée ce matin. Elle est intitulée « Les dés sont jetés » avec un long message qui se termine de la sorte. Nous sommes de retour à la maison. Alors où a été filmée cette vidéo et quand? Évidemment, impossible de le savoir pour l'heure. Merci beaucoup Nivine Potros. Magali, on parlait des déficiences du FSB. On voit là que l'armée russe lance les grands moyens puisqu'elle aurait utilisé, nous dit-on, son artillerie et son aviation pour chasser ses combattants. Oui, mais en face, il y a eu manifestement aussi l'utilisation de drones. Ils sont rentrés dans le territoire russe avec des chars. Avec des obus ont été tirés. Donc il y a en face quand même des moyens aussi qui ont été mis, qui sont sans commune mesure avec les autres tentatives, les autres incursions qu'on avait pu voir ces derniers mois. Donc c'est un véritable défi qui est lancé au Kremlin, qui riposte en effet avec les moyens permettant de mettre fin à cette incursion. Alors Moscou le dit, il n'y a aucune confirmation évidemment de l'autre côté, donc on ne sait pas encore où en est précisément la situation sur le terrain.
Ce qu'on sait, c'est qu'en effet, depuis hier, Moscou a mis les grands moyens, en déclarant notamment un état d'urgence antiterroriste qu'on n'avait pas vu finalement depuis le début de la guerre, vraiment un état d'urgence spécial qu'on avait vu notamment dans les guerres de Tchétchénie. Ça a rappelé ces souvenirs-là à la population russe qui permettent notamment de multiplier les contrôles d'identité, les arrestations, les interceptions de communication. Donc on voit bien que toute cette zone est en ce moment en train quand même elle a été évacuée d'une partie de sa population, elle est sous état d'urgence avec des moyens importants qui sont déployés par le Kremlin pour mettre fin à ce véritable défi qui a été lancé par ces combattants anti-Poutine. Benoît Billon, vous êtes historien militaire. Ce qui paraît étonnant, c'est quand on fait une incursion comme ça de l'autre côté de la frontière, généralement après on s'en va vite, parce qu'on peut se douter que l'armée russe va réagir avec les grands moyens. Or là, apparemment, c'est pas le cas. Alors, il y a la question, c'est de savoir si les unités, les unités qui se sont introduites sur le territoire russe ont été en capacité de battre en retraite. C'est-à-dire, est-ce que la réaction russe a été suffisamment rapide pour les fixer et ensuite les détruire à l'aide de l'artillerie et de l'aviation, si on en croit les communiqués? Est-ce qu'ils avaient d'autres objectifs qu'ils n'avaient pas encore atteints au moment où les Russes ont réagi, et donc la mission, entre guillemets, n'était pas finie pour eux? Ou est-ce qu'ils ont au contraire réussi à se replier, certes en subissant des pertes, mais finalement, mission accomplie pour eux et ils ont pu se replier? Toutes les hypothèses aujourd'hui sont sur la table parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quelle est la situation sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est que l'ampleur de cet incident de frontière, si on veut l'appeler comme ça, est sans précédent depuis le début de la guerre en Ukraine. Jérôme Garraud, est-ce qu'on en parle beaucoup de ce qu'il s'est passé du côté de Belgorod, à la télé russe ou ailleurs, depuis ces dernières 24 heures? Non, assez peu. Hier, à la télévision, ça faisait 1 minute. Ce matin, il y avait encore très peu de choses. Alors que, vous en parliez, c'est un défi qui est lancé à Moscou. Et ça dure 2 jours, donc ça, c'est sans commune mesure avec l'incursion qu'on a vue le 3 mars dernier. Donc, du côté de Bryansk, on a plutôt l'impression que les médias minimisent l'importance de cette incursion. Et moi, ça me rappelle autre chose. Il y a 3 semaines, c'était donc le 3 mai, il y avait eu cette image des 2 drones abattus au-dessus du Kremlin, vous vous en souvenez? Donc j'étais à Moscou à ce moment-là, j'ai regardé tout l'après-midi, la soirée, le lendemain matin, Russia 24, qui est la chaîne d'information en continu en Russie. Et cette image, je l'ai vue 0 fois. Ce qu'on voyait, c'était le communiqué de presse du Kremlin, en photo, le présentateur, 2-3 images d'archives du Kremlin, et on passe à autre chose. Et là, on a l'impression qu'on est un peu dans cette... on est un petit peu là-dedans aussi, on essaie de minimiser c'est plus la victoire de Bakhmout dont on parle. Exactement, d'ailleurs, quand Peskov dit... Ça éclipse. C'est juste une diversion, un petit truc de saboteur avec des forces inconnues, une diversion pour éclipser le succès de Bakhmout. C'est aussi cette volonté de minimiser l'importance de cette incursion. Donc il y a 2 dimensions. Il y a la dimension pour les pays occidentaux de dire attention, les combats, on les élimine, etc. Et la dimension pour l'opinion russe, tout va très bien, Madame la Marquise, il ne se passe rien. Sachant que, là je vous parle de la télévision russe, mais toutes ces images, elles circulent via l'application Telegram. Alors peut-être pas chez les Russes les plus âgés, peut-être pas tout au fin fond de la Russie, mais dans les villes russes, les gens... ont accès à ces images. Ils avaient accès aux drones qui étaient abattus au-dessus du Kremlin, et là, ils peuvent visionner aussi les images des combats. On peut imaginer quand même que dans les heures à venir, on va voir les résultats de ces éliminations, on va voir des victimes et on va voir des blessés ou des choses comme ça, voire des aveux, non? Possible, s'il y a des combattants qui ont été faits prisonniers, il peut y avoir des aveux. Il y a parfois des choses comme ça qui sont montrées à la télévision. Mais c'est sûr que maintenant que cette incursion a lieu, elle ne peut pas être cachée. L'intérêt des médias russes et des autorités russes, c'est de montrer que la réponse a été efficace. Ça a été aussi un aveu de faiblesse un peu des Russes, de montrer qu'on rentre comme dans du gruyère dans la frontière russe, qu'on peut se balader comme ça sur les routes de Belgorod, y compris avec des blindés. Ah oui, si loin du front. Ça, c'est pour ça que c'est très différent de ce qu'on a connu le 3 mars dernier, qui était déjà... un petit coup d'éclat de la part de ces combattants. C'était la première fois qu'il y avait des combats sur le sol russe. Et là, on monte vraiment en puissance. Le dispositif n'a rien à voir. Déjà, pour que l'armée russe envoie des hélicoptères, etc., on voit qu'il y a eu des combats beaucoup plus intenses. Est-ce qu'on ne néglige pas l'opération sous faux drapeau aussi, Xavier ?
Ça pourrait être des Russes. Certains le disent encore. Jean-François Boutor, vous le disiez tout à l'heure. Peut-être aussi, il ne faut pas évacuer justement le fait que ça soit des Russes. C'est peut-être pas forcément des Russes de Russie. Et peut-être pas forcément des Russes qui viennent d'Ukraine. Ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne voulais pas du tout dire que c'était une opération sous faux drapeau. Ce que je voulais dire, clarifier, parce que moi j'ai compris ça. Ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est pas très très étonnant, même s'ils sont ultra minoritaires, qu'il y ait de plus en plus de gens en Russie qui sont prêts à certaines extrémités et à participer à des choses de cet ordre-là, soit en rejoignant l'Ukraine pour former des bataillons, soit avec des petites opérations, comme on l'a vu au début de la guerre, avec les gens qui brûlaient les lieux de conscription, etc. Il y a eu, pas nombreux, mais voilà, qu'il y en ait de plus en plus au moment où en plus le régime à la fois se durcit mais en même temps donne l'impression de se fracturer, enfin d'être à la peine, c'est pas très très étonnant. C'est une opération de harcèlement sans doute à moindre coût et qui peut révéler une certaine efficacité, parce que quand même dans les propos de Peskov, outre ceux que vous avez cités tout à l'heure, cela suscite une profonde préoccupation de notre part, cela nécessite plus d'efforts. Ça veut dire aussi que les Russes vont être plus inquiets pour leurs frontières, qu'ils vont devoir déployer plus d'hommes, plus de soldats, donc peut-être dégarnir en partie certaines portions du front ukrainien. Et puis les Ukrainiens, de leur côté, pour eux, c'est une opération qui ne leur coûte strictement rien. Ils sont au courant de rien. Il y a une citation qui est assez extraordinaire et qui dit vous savez, des chars ukrainiens, on en trouve dans tous les surplus militaires. Elle fait écho notamment à ce qu'avait dit Vladimir Poutine en 2014 pour la Crimée, en disant des uniformes russes, on en trouve partout, nous n'avons rien à voir avec ça. On parlait à l'époque des fameux petits hommes verts. Donc pour les Ukrainiens, c'est une opération qui vraiment fait diversion, qui provoque un choc tout de même en Russie, même si ça se voit pas sur les télévisions, ça va se voir sur les réseaux sociaux. Et puis, on sent bien quand même qu'au Kremlin, ils se posent des questions. Ils se demandent comment va-t-on faire pour pouvoir garantir toutes nos frontières. Elles sont extrêmement longues, tout en maintenant l'opération spéciale en place. À noter, ce que relevait ce matin un article du Monde, c'est que l'agence TASS, l'agence officielle russe, parlait d'opération militaire spéciale en parlant de Belgorod, sur le territoire russe. Donc là, c'est vraiment l'arroseur arrosé. Il y a quand même un hélicoptère qui a été descendu. Il a fallu faire intervenir l'aviation pour protéger une zone qui est malgré tout toute petite et dans laquelle les hommes, ces Russes qui arrivaient en libérateurs, sont rentrés comme dans du beurre. On voit des vidéos où ils roulent sur des routes, d'ailleurs des routes impeccables, dans une très jolie région de Belgorod, sans que rien ne s'oppose à leur avancée. Oui, on les a montrés, on les reverra justement dans ce 12-15. Juste Jean-François, je vous fais réagir à ce que disait Didier François, et je pense que vous partagez le même avis pour le coup. Là, je ne me trompe pas. Écoutez ce qu'il disait sur l'antenne d'LCI hier. Il convoque le passé, il fait un parallèle avec la première guerre de Tchétchénie. C'est exactement ce qui s'était passé lors de la première guerre de Tchétchénie. Rappelez-vous, quand Shamil Bassaïev et ses Goïviki, ses combattants, avaient pénétré dans le territoire de la Fédération de Russie à partir de la Tchétchénie pour prendre en otage tout un hôpital à Boudianovsk. Voilà. Et ça s'était fini en une catastrophe pour les forces de sécurité russes. Jean-François Boutor, vous êtes d'accord avec ça, ce parallèle? Oui, tout à fait. Moi, j'ai tout de suite pensé à Boudianovsk et à Beslan en 2004. Je voudrais ajouter une chose, c'est que dans cette affaire, comme dans l'affaire du sabotage du pont de Kerch, il est très très probable que les services ukrainiens aient utilisé quelques mains ou quelques esprits un peu dissidents à l'intérieur des services russes, parce que d'abord, ils ont énormément de contacts, ces gens se connaissent, ils ont travaillé ensemble très très longtemps, et c'est très clair qu'il y a de la perte en ligne, si j'ose dire, pour pas dire de la trahison. Et là, je pense qu'on va s'interroger beaucoup à Moscou sur toutes les unités qui auraient dû normalement voir ce qui se préparait à proximité, qui auraient dû alerter, qui ne l'ont pas fait. Oui, puis il y a ce bruit depuis 15 mois, mais qui monte de la 5e colonne, exactement, des traites, qui fait appel d'ailleurs au passé soviétique, à la mémoire collective russe. Donc ça alimente aussi... Ça alimente, mais ça peut être du wishful thinking, si j'ose dire. Ça peut la fabriquer petit à petit aussi. Et attendez, il y a cette autre image aussi arrivée ce matin, c'est d'un président Zelensky qui, lui, est sur la ligne de front face aux troupes russes dans la région de Donetsk, j'allais dire les mains dans le cambouis parmi ses hommes, et puis en haut, la Russie se fait attaquer. C'est quand même deux événements qui sont fâcheux pour le Kremlin et pour Poutine.
C'est un Zelensky qui affiche sa sérénité, justement, par opposition avec ce qui se passe à la frontière, où on sent cette fébrilité de l'armée russe qui montre ses vulnérabilités, qui montre que la frontière n'est pas aussi fortifiée que cela avait été dit. D'ailleurs, les blogueurs militaires russes souligne cette fragilité, parce que il y en a certains qui regardez-le, ces deux images des Russes qui ont attaqué en Russie à gauche, avec ces images un peu hollywoodiennes de miliciens, et puis de l'autre Zelensky qui sur pour la journée des front, Marines à l'est, qui félicite ces Marines. Entre Vuledar et Marinka. Voilà, et qui vient leur dire j'ai reçu le soutien du G7, de la Ligue arabe. C'est ça qui est important, c'est qu'à peine rentré en s'étant affiché avec tous les grands dirigeants du monde, il vient en effet revoir ces hommes sur le terrain pour, d'une certaine façon, leur rendre compte du soutien occidental, leur assurer que ce soutien, il tient et il va se poursuivre dans la durée, en leur disant vous risquez votre vie, mais tout ça vaut le coup, rendant hommage aussi à ceux qui sont tombés. À chaque fois, c'est le même scénario, des décorations aussi, mais une volonté d'essayer de souder les rangs et de gonfler le moral des troupes. Et c'est important, en effet, au moment où les Russes, eux, sont à la peine. Juste un mot, mais Boudanov, le chef du renseignement militaire, au moment où hier se passe cette incursion, il enregistre une vidéo pour appeler les soldats russes à la reddition. C'est-à-dire d'essayer de semer le doute, justement, dans l'esprit du camp adverse, leur dire, attendez, là c'est plié, vous n'allez pas vous en sortir. Nous, ce qu'on vous offre, c'est 3 repas par jour. C'est vraiment, il va dans les détails de ce qui est proposé aux soldats russes. Tout ça, c'est pour mettre le doute chez l'adversaire. On est aussi dans un véritable épisode de guerre psychologique. On verra d'ailleurs si certains d'entre eux ont rejoint ces milices. Alors attendez, on va l'écouter, Boudanov, justement, le chef du renseignement ukrainien, puisqu'on l'a, cette vidéo dont parlait Magali. Depuis plus d'1 an, le Kremlin est incapable d'atteindre un seul des objectifs fixés au début de l'invasion de l'Ukraine. Je lance un appel aux militaires russes, à ceux qui ont réussi à survivre aux assauts sanguinaires et aux tranchées détruites. La situation va empirer. Vous avez le choix, mourir ou sauver votre vie. Le projet d'État Je veux vivre aide les militaires de l'armée russe. Nos unités spéciales ont déjà retiré des centaines de soldats russes de la ligne de front. Ils sont désormais en sécurité. Ils vivent dans des conditions décentes, sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge, avec 3 repas par jour, la possibilité d'appeler leurs proches et de recevoir des colis. Ils sont tous considérés comme ayant été capturés au combat. C'est pourquoi en Russie, ils continuent de recevoir leurs salaires et leurs indemnités de combat. Ils ont également le choix, sortir de la guerre et rentrer chez eux à la fin de celle-ci, ou ne jamais revenir en Russie. Ceux qui participent au projet Je veux vivre ont le droit de demander un abri en Ukraine et dans un certain nombre d'autres pays européens. Vous pouvez mettre fin à la guerre maintenant. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être tué ou gravement blessé. Contactez le projet Je veux vivre et nous vous aiderons à sortir du hachoir à viande qui s'annonce. La chaîne Je veux vivre qui était la hotline montée par les Ukrainiens. Pour on dirait une pub. On dirait une pub, tout s'enchaîne bien, Xavier, finalement. Là. Tout s'enchaîne très bien. Ce que je voulais noter par rapport à ce que disait Magali tout à l'heure, c'est qu'on est en plus au lendemain de ce qui aurait dû être une défaite ukrainienne et qui finalement est à front renversé. Bakhmout, soi-disant gagné par Evgeny Prigojine au bout de 9 mois de combat totalement délirant, insensé et sans intérêt militaire stratégique évident, va être totalement effacé par ce qui s'est passé hier, par les déclarations de Boudanov, par ce qu'a obtenu Volodymyr Zelensky au G7, les F-16 évidemment, mais aussi tout le reste, les munitions notamment. Et puis, pour les Ukrainiens, la guerre se poursuit pour bouter l'envahisseur hors des frontières le plus rapidement possible. Bakhmout n'est qu'un épiphénomène, en fait, une petite chose qui ne restera sans doute pas dans les livres d'histoire ukrainiens. Pour revenir sur ce que disait le chef du service de renseignement militaire, est-ce que ça marche, cette ligne, rester en vie, si vous venez chez nous, vous aurez 3 repas par jour, on a l'impression que c'est le Club Med. Ça fonctionne, ça, dans les troupes russes? Il y en a de plus en
en plus des soldats Il y a eu une vidéo célèbre c'est la semaine dernière où un soldat russe se rendait à un drone. En fait, soldat russe était les mains levées avec un drone au-dessus de lui. Il savait qu'il allait se faire tirer dessus, tuer. Qui a témoigné après à Goulagou, auprès de Goulagou. Par la grenade qui était sous le drone. Finalement, il a fait des gestes. Le drone lui a lancé un message. Il s'est rendu en suivant le drone. Donc, pour quelques-uns, ça fonctionne peut-être, mais là, c'était surtout la menace précise de mourir qui a dû le guider. Alors, même si l'armée russe dit avoir repoussé et éliminé les combattants infiltrés, il y a quand même des images qui font mal, qui resteront. Vous parliez de ces images, justement, de combattants aux mains justement, qui tenaient un tank et qui entraient comme dans du beurre, si je reprends l'expression de Damien. Et on va revenir justement sur ces images. Elles sont compilées et commentées aujourd'hui par Nancy Rice. Regardons. Des Russes qui fuient. Ce ne sont pas des militaires. Et nous ne sommes pas en Ukraine, non. Dans ces bus, dans des voitures, des civils, ils évacuent et sont relogés. Depuis hier, ils entendent des messages radio ou sur leur téléphone envoyés par les autorités de Belgorod. S'il vous plaît, habitants de Belgorod, vous devez vous mettre à l'abri. Je répète, allez vous mettre à l'abri. Une alerte aérienne est en cours. Nous vous invitons à évacuer. Des sirènes dans les rues, des mouvements de panique comme ici, ces habitants qui tentent de se mettre à l'abri. Le gouverneur de Belgorod évoque une situation extrêmement tendue. Nous terminons maintenant un porte-à-porte dans les villages frontaliers et dans la ville de Graivoron. La plupart de la population a quitté la zone. Ceux qui n'ont pas la possibilité de partir avec leurs propres moyens de transport, nous les aidons. Ceux qui en ont la possibilité partent avec leurs propres moyens. Le régime antiterroriste a donc été décrété dans la région de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine. La population russe découvre la guerre sur son sol. Des opérations de sabotage, des attaques de drones qui ont visé des maisons, des bâtiments administratifs, le siège du FSB. Une incursion armée venant d'Ukraine, des combattants anti-Poutine, des Russes comme ces soldats, tout sourire au volant d'un char du FSB qu'ils viennent de voler. Mon père me disait de devenir conducteur de tracteur, mais non, je suis devenu militaire. Ukraine, voilà, le RDK au travail. Le RDK, le corps des volontaires russes, des Russes qui viennent mettre un peu plus de confusion dans cette guerre démarrée il y a 15 mois.